Le 17 mars 1983, il y a plus de 3 décennies, un adjoint du shérif du comté de Montgomery, alors qu'il était en patrouille, va faire une découverte macabre. Il aperçoit un feu dans les bois, près de la L45 sur League Line Road à Conroe. Mais il ne s'agit pas d'un innocent feu de camp, car le corps d'une femme est en train de se consumer sous ses yeux. Si les histoires atypiques de paranormal, de true crime, mais aussi l'anglais t'intéresse, je t'invite à t'abonner. Cela ne mange pas de pain et ça me fait très plaisir. À liker la vidéo et à commenter, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. C'est là où je suis le plus présente. Mais je te laisse avec le générique. Nous sommes dans une zone boisée dans le bloc 4000 de l'Interstate 45 près de la route League Line à Conroe, le 17 mars 1983. Le corps est celui de la jeune Laura Mary Purchase. Oui, Purchase, ça fait plutôt moche, désolé pour les puristes de la langue française. Alors j'ai trouvé peu d'informations au sujet de la jeune femme, mais c'était une jeune femme américaine qui vivait avec un homme, un musicien répondant au nom de Howard ou Howie, au choix, sûrement un surnom, et Laura avait été vue pour la dernière fois le 5 mars 1983. Elle est découverte donc 2 semaines plus tard, et l'autopsie est terrible. Elle révèle que la jeune femme a été violée, étranglée et brûlée. Il aura fallu près de 3 ans au FBI pour identifier la victime. Sur son corps, un ADN, celui du meurtrier. Et attention, si la découverte de l'ADN date des années 1960, on pense notamment au prix Nobel accordé à Watson, Crick et Wilkins en 1962. On est en 1983 et les séquences ADN découvertes sur le corps de la victime ne sont pas encore exploitables comme elles pourraient l'être de nos jours. L'enquête piétine, il n'y a que peu d'informations. Un homme va pourtant avouer le meurtre. Cet homme est Henry Lee Lucas. Mais qui est donc Henry? Né en 1936 en Virginie, Henry Lee Lucas est un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. On dénombrerait à son actif entre 3 et 600 victimes. Oui, c'est assez large. On lui impute officiellement 3 meurtres, mais il est à la base mis en examen pour pas moins de 199 meurtres, bien qu'il ait déclaré avoir tué plus de 300 personnes. Vous voyez le genre de personne qu'on meurt d'envie d'inviter à la fête de la musique, une crémaillère ou n'importe quelle autre occasion. Alors sans surprise, comme la plupart des autres tueurs en série, Henry Lee Lucas n'a pas ce qu'on appelle une enfance heureuse. En effet, son père cheminot perd l'usage de ses jambes dans un accident de train. C'est donc la mère d'Henry, Viola, une prostituée, qui va subvenir aux besoins de la famille. Henry n'a pas ce qu'on appelle une très bonne relation avec sa mère, c'est même très tendu. Elle est abusive avec lui, le maltraite psychologiquement et le force à s'habiller comme une fille, le force à garder les cheveux longs. Et à cause de ça, Henry va subir des moqueries de la part de ses camarades. Viola a déjà 7 enfants issus d'un premier mariage qui ont tous été confiés à un foyer d'accueil. Il ne lui reste donc qu'Henry, si je puis dire, sous la main. Et le garçon va subir les pires maltraitances dues à son alcoolisme en partie. À tel point qu'un jour, Viola frappe à la tête violemment son fils avec une planche de bois et il va rester inconscient pendant 3 jours. Ce qui va provoquer un traumatisme cérébral irréversible. Alors ça fait un point commun aussi avec d'autres tueurs en série qui ont, pas tous évidemment, et cela n'explique pas leur comportement par la suite, mais qui ont reçu un coup à la tête à un moment donné. Vous savez que le cerveau est le siège de l'empathie par exemple. Voilà, surtout le lobe frontal. Je pense notamment à Richard Ramirez qui a vécu une chute.
et est devenu épileptique par la suite. Alors il y a différentes versions pour ça, mais à l'âge de 7 ans, Henry Lucas va perdre l'usage d'un œil à cause d'un couteau, du fait qu'il ait joué avec un couteau selon une des versions. Et selon l'autre version, ça serait son institutrice qui, par inadvertance, en voulant frapper un autre camarade avec sa règle, aurait atteint son œil, causant la perte irréversible de cet œil. Bon, je trouve que cette hypothèse est la plus probable, parce que jouer avec un couteau et se rentrer le couteau dans l'œil, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors par contre, je vous préviens, cette partie est assez hardcore. Bon, déjà la partie précédente était assez hardcore, mais là, je mets un trigger warning parce que c'est assez difficile à entendre. Donc, si vous voulez passer ce passage, vous pouvez. À l'âge de 10 ans, Henry est initié par l'amant de sa mère, Bernie Doty, à des jeux sexuels à tendance sadique. Doty égorge un veau devant le garçon et a des relations avec. Il invite Henry à faire de même. Dès lors, Henry associera plaisir sexuel et violence. Une atmosphère familiale très instable, et c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsqu'il a 13 ans, le père d'Henry décède et il se retrouve livré à lui-même. Tout en assouvissant ses pulsions morbides pour les animaux, Henry commence ses premières effractions, des vols. Et comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Cela ne va pas s'arrêter là. Cela ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Après une dispute avec sa mère qui ne voulait pas qu'il épouse l'amour de sa vie, Stella, parce qu'elle voulait garder son fils pour elle, vous comprenez, elle avait un punching ball sous la main, elle voulait absolument le garder. Eh bien, Henry ne va pas très bien le prendre et va commettre un matricide. Oui, il va tuer sa mère. Il va pour cela être condamné à 40 ans de prison. Mais vous connaissez bien le principe de libération pour bonne conduite, alors il va être libéré au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, il retrouve l'amour de sa vie, Stella, qu'il a attendu pendant tout ce temps. Mais il ne va pas se contenter d'être un excellent mari attentionné ex-tolard. Non, il va commencer à agresser des filles et des jeunes femmes. Il viole même les filles de sa seconde épouse, Betty Crawford, et les deux filles avaient 17 ans et 9 ans. Oui, c'était un pédophile en plus de ça. En fuyant en Floride, il va faire une rencontre macabre qui va changer sa vie ainsi que celle de nombreuses victimes. Otis Toole, qui est aussi un tueur en série. Et que font deux tueurs en série ensemble ? Ça commence comme une mauvaise devinette. Des victimes. Tous deux nourrissent une rancœur envers la société. Otis a des manières efféminées, donc il s'attire les railleries, les moqueries des gens en général depuis son enfance, et Henry devient alors son mentor, en même temps que son amant. Ils trouvent à deux une sorte d'émulation dans l'union de la violence et du sexe. En gros, ils ne peuvent prendre de plaisir sans violence. Ce sont de vrais sadiques. Ils sont aussi nécrophiles. Ces deux-là ont vraiment tout pour plaire. En bref, il y aurait énormément de choses à dire à leur propos, à propos de ces deux-là, donc si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Enfin, si, vu que je le raconte, mais vous allez comprendre pourquoi. Leur épopée meurtrière va prendre fin en 1983, quand Lucas est arrêté pour port illégal d'une arme à feu. Il va avouer spontanément les meurtres de Becky Powell et de Kate Rich. Et il va même conduire les enquêteurs sur les lieux des corps. Par la suite, Lucas va continuer ses aveux, il avouera de plus en plus de meurtres, jusqu'à 600 meurtres. À chaque fois qu'un cold case, qu'un meurtre irrésolu va se présenter, il va tout simplement avouer et se mettre le meurtre sur le dos. Invariablement, il reconnaît être l'auteur des meurtres. Et c'est là qu'un problème apparaît, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que certains enquêteurs sont sceptiques. En effet, parfois, il avoue de manière totalement random deux meurtres, mais qui ont lieu à deux zones géographiques différentes. Je veux dire, tu peux pas assassiner quelqu'un à 5 heures et être à 5h30 à l'autre bout du pays. Non, ce n'est pas possible, à moins qu'il se soit téléporté. Donc, il faut faire très attention à ses aveux. Avouait-il ses meurtres afin d'avoir des privilèges, des réductions de peine possibles? Enfin, je ne vois pas comment on aurait pu réduire ses peines avec tous les meurtres. Mais bon, faisait-il ça pour accroître son prestige, entre guillemets, de meurtrier? Parce qu'il joue à qui a la plus longue?
liste de victimes, attention. Et la police n'a-t-elle pas fait de Henry Lee Lucas son bouc émissaire privilégié pour un petit peu lui mettre sur le dos tous les cold cases inimaginables et imaginables et un petit peu se dédouaner et fermer les enquêtes, se débarrasser. Donc pourquoi ai-je raconté tout cela? Je pense que je t'ai mis un petit peu la puce à l'oreille. C'est pour souligner que c'est dans ce même contexte qu'Henry Lee Lucas va avouer le meurtre de Laura Mary Purchase. Donc, faut-il le croire ou non dans ce contexte-là? Sauf que, comme vous vous en doutez, c'était bien de l'affabulation de sa part. En effet, 38 ans après les meurtres, l'ADN prélevé sur le corps de la jeune fille n'appartenait non pas à Henry Lee Lucas, mais bien à un homme, Thomas Darnell, âgé aujourd'hui de 75 ans. Petite ressemblance avec Lucas par rapport à l'œil. En octobre 2019, les enquêteurs ont l'idée d'envoyer les échantillons d'ADN prélevés sur Laura Mary à un site généalogique. Et c'est un homme du Kansas qui est alors désigné comme suspect. Les détectives du comté de Montgomery se rendent donc à Kansas City le 17 mars 2021 et prélèvent un échantillon de Thomas Darnell. Et sans surprise, c'est le match. Les deux ADN correspondent parfaitement. Thomas Darnell, 75 ans, est donc accusé du meurtre et du viol de Laura Mary Purchase. Henry Lee Lucas avait donc menti en 1983 en avouant un meurtre pour lequel il avait été condamné 3 ans plus tard, donc en 1986. Ainsi s'achève donc ce cold case. Cette affaire me fait étrangement penser à l'affaire de April Tinsley, va la regarder si tu ne l'as pas encore vue. C'est un meurtre qui a été résolu, un cold case aussi, qui a été résolu 30 ans plus tard grâce à l'ADN sur un site de généalogie. Par rapport à ça, il y a énormément de questions. On peut se demander combien de meurtres ont été avoués dans le mensonge finalement, et combien de cold cases, il est bête, et combien de cold cases sont restés irrésolus ou résolus à tort par rapport à des faux aveux. Combien de tueurs ont-ils avoué à tort pour accroître leur prestige, avoir des privilèges en prison, et combien de policiers désireux de boucler les affaires rapidement ont-ils cru aveuglément à ces aveux? Telle est la question. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et me suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, j'y suis très présente, et n'hésite pas à t'abonner aussi si cela n'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir, ça me ferait chaud au cœur et ça me montrerait que tu aimes mon travail, tout simplement. J'attends vos théories en commentaire, j'attends avec impatience vu que je lis tous les commentaires. C'était une vidéo assez courte cette semaine, mais je voulais vous parler de cette affaire car elle est récente et ça faisait écho à pas mal de choses, dont cette affaire de April Tinsley. On est toujours content entre guillemets lorsqu'un cold case n'est plus un cold case finalement, et lorsque le coupable est arrêté même s'il a 75 ans et que sincèrement il mourra en prison. Donc c'était un petit peu frustrant. C'est un petit peu frustrant parce qu'il passera peu de temps en prison. Voilà, donc prenez soin de vous, faites attention à vous, and remember, you rock.